Nous allons commencer ce webinaire aujourd'hui en reconnaissant que nous nous réunissons sur une terre indigène autochtone, la terre que j'ai le privilège d'appeler chez moi et le territoire non cédé des Sénai, des Shona, des Sopwara et des Sloth. Je suis colon de quatrième génération et je suis très reconnaissante d'avoir l'occasion de vous rencontrer. Les premières personnes qui ont connu et géré cette terre depuis des temps immémoriaux font partie intégrante de ces histoires et nous remercions toutes les générations de peuples autochtones qui ont pris soin de cette terre. La reconnaissance des contributions et de l'importance historique des peuples autochtones doit être clairement liée à notre engagement collectif à concrétiser la promesse de vérité et de réconciliation dans nos communautés. Bienvenue à tous au webinaire d'aujourd'hui. Contribution des gouvernements locaux, une clé pour un changement social positif. Je m'appelle Jill Zacharias, je suis la directrice bien occupée du programme Communities Ending Poverty de l'Institut Tamarack. Et j'ai le plaisir d'introduire la discussion d'aujourd'hui. Plus que jamais auparavant, les communautés sont confrontés aux conséquences de défis sociaux complexes, que ce soit l'impact de la hausse des coûts de la crise, hem, des perturbations climatiques, la crise de l'abordabilité. Les gouvernements locaux sont donc au cœur de l'action. Or, pour ceux dont les capacités et les ressources sont limitées, la perspective de mener le changement social peut paraître intimidante. Je me réjouis de la discussion d'aujourd'hui qui tournera autour de ces questions et du rôle important des gouvernements locaux qui s'appuient sur le bon travail effectué sur le terrain dans les communautés. Nos panélistes d'aujourd'hui sont donc Jody Miuka, Sarah Desrosiers et Tristan Johnson. Lisa Kilpatrick s'excuse aujourd'hui car elle est malheureusement malade. Mais je suis très heureuse de vous présenter Jody, qui dirigera et animera notre discussion. Jody est une leader bien connue dans le domaine des communautés en santé ici en Colombie-Britannique et elle a l'honneur d'être la directrice générale de la BC Healthy Communities Society. Jody a plus de 25 ans d'expérience dans le domaine des communautés en santé, tant au niveau local qu'international. Jody apporte son expertise en matière de collaboration et de partenariat multisectoriel, de réflexion systémique et le moyen pratique de comprendre les liens entre les déterminants sociaux de la santé. Elle contribue à influencer les changements de politique qui favorisent des communautés plus saines dans toute la Colombie-Britannique. Je vais maintenant céder la parole à Jody qui va nous présenter nos panélistes. Merci Jill, un grand merci. Bienvenue à tous et à toutes à ce webinaire. Je vais donc présenter nos 2 panélistes et puis nous aurons un format sympathique. Prenez peut-être un café ou imaginez-vous un café à la main et nous allons avoir des conversations. Je vais poser des questions aux panélistes, ils vont interagir aussi entre eux et pour finir, nous ouvrirons donc, nous donnerons la parole à vous, au public. Tout d'abord, j'ai plaisir de vous présenter Sarah Desrosiers, qui est coordonnatrice du développement social à la ville de Penticton. Penticton est une petite municipalité dont la population d'environ 38 000 habitants. C'est donc au cœur de la Colombie-Britannique. Au sein de la ville, Sarah se concentre sur les initiatives adaptées aux personnes âgées, la planification de l'accessibilité, les investissements pour les jeunes à risque, le soutien à l'immigration, la gestion des subventions et le développement communautaire collaboratif. Une expérience antérieure de travail direct avec des populations vulnérables a donné un ton intentionnel, passionné à son travail au sein du gouvernement local. Ensuite, nous avons Tristan Johnson, qui est analyste principal de la planification à la ville de New Westminster. New Westminster est une ville de taille moyenne, d'environ 79 000 habitants, au sein d'une grande région métropolitaine. Tristan travaille à la ville depuis 2013. Félicitations. Il a participé à la recherche, à l'élaboration, à la en œuvre, à l'analyse et à l'évaluation de nombreuses politiques et stratégies de la ville.
Tristan est un passionné de données, d'enquêtes, et de recherche. Oui, c'est, vraiment un passionné de données et il s'intéresse tout particulièrement pour le logement. Bienvenue à vous 2, Sarah et Tristan. Sans plus tarder, nous allons maintenant donc, passer à cette, discussion en panel. Comme nous le savons, les, gouvernements locaux sont bien placés pour adopter une approche communautaire globale. Ils sont, à proximité des communautés qu'ils servent. Ils ont ou devraient avoir une bonne compréhension des besoins, des préoccupations des citoyens qui vivent dans, la ville et ils peuvent aussi rassembler différents intervenants, avoir donc cette approche multisectorielle avec donc des organisations communautaires, des entreprises, des agences gouvernementales, des organismes gouvernementaux et ils ont des outils bien particuliers pour développer des solutions, à des problèmes communs. Dans la plupart des cas, les gouvernements locaux ont l'autorité et les ressources pour mettre en œuvre des programmes, des politiques et des processus qui ont un impact direct sur, les communautés. Donc, ma première question est la suivante. J'aimerais connaître un petit exemple d'initiative réussie dans votre communauté et je cherche 3 choses ici. Quel était le problème abordé? Quelle a été la contribution du gouvernement local? Et pourquoi cette contribution a-t-elle, eu de l'importance? Je vais commencer avec Sarah. Formidable. Merci beaucoup, Jody. Comme vous l'avez dit, je m'appelle, Sarah. Je suis coordonnatrice du développement social, de la ville et je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Alors, j'aimerais vous parler donc, du rapport Nowhere to Go sur, le problème, de sans-abri chez les jeunes. Je vais vous donner le lien ici si vous souhaitez, lire cela. C'est un rapport communautaire en fait, qui s'intéresse à la manière, dont les jeunes souffrent donc, sont sans abri à Penticton et on y trouve toute une liste d'actions, de recommandations à court terme et à long terme pour la communauté et pour nous, gouvernement local. Donc c'est un document très important pour nous, très valable. Penticton, tout comme tant d'autres communautés en Colombie-Britannique, voit des taux de plus en plus élevés de sans-abrisme chez les jeunes et les adultes. Il y a quelques années donc, la ville, à l'écoute de la communauté qui avait déjà bien travaillé, la question, a voulu en savoir plus pour savoir ce qui se passait en termes donc, de ce problème de sans-abrisme, pardon. Ils ont pu donc accéder à une subvention qui leur a permis de créer donc une évaluation et une stratégie du sans-abrisme chez les jeunes. Voilà donc, le problème, la problématique. La contribution du gouvernement local, eh bien, au départ, ils s'étaient dit que le qu'ils allaient gérer le problème, mais en fait, la communauté, avait déjà les rênes et le gouvernement s'est dit qu'effectivement, il devait prendre un peu pas en arrière et laisser, agir la communauté surtout. Le gouvernement a tout de même donc, recruté, des personnes pour, de la recherche au niveau local et tout cela a donné lieu, naissance à ce rapport local. Les contributions donc du gouvernement local, eh bien, demander cette subvention, une aide en termes de recherche, recrutement de chercheurs, communautaires, pour ce travail et ce qui est important là-dedans, c'est que plutôt que de centrer le travail autour du gouvernement local, le gouvernement a vraiment joué un rôle de catalyste. J'ai récemment, discuté avec, des individus qui, gèrent l'association LGBTQ ici à Penticton et ils m'ont dit qu'ils sont toujours prêts à lancer ce genre de programme, mais c'est bon aussi que d'autres, groupes, s'en occupent. Ce n'est pas toujours à eux de tout faire. C'est ce qui s'est passé ici, en fait.
Il y a pas mal de ressources au niveau de la communauté, mais ça ne peut pas toujours être à la communauté de lancer ce travail. Donc voilà un bon exemple où le gouvernement local peut jouer le rôle de catalyste pour une initiative gérée, menée par la communauté et ce rapport, fait la fierté en fait, de notre communauté et sert de base pour bien d'autres projets aussi. Donc c'est un bel exemple de la manière dont on peut partager pouvoir, ressources et profiter à la communauté dans son ensemble. Merci Sarah. Est-ce que vous pourriez parler un peu plus de la collaboration entre le gouvernement local et les groupes autochtones dans le cadre de cette initiative? Oui, alors là, c'est plutôt la communauté qui a pris les devants. Il y a eu beaucoup d'engagement auprès des jeunes autochtones. Je sais, et ça c'est vraiment intéressant ici, hein. Les recherches ont été pour la plupart vraiment gérées par les pairs. C'était des jeunes qui parlaient avec, d'autres jeunes pour lancer l'engagement. Voilà. Ah, c'est bien cela. J'aime bien ce que vous dites. C'est une approche vraiment, ancrée dans, le travail des pairs. Ce sont les jeunes qui travaillent, sur les pairs et puis c'est un travail qui remonte de la communauté, de la base et c'est là où le travail peut se faire. C'est vrai, est-ce que cela commence par le haut ou par le bas? Il y a un certain leadership de la part du gouvernement local, mais il y a, une adoption, un engagement de la part de la communauté. Donc ça, c'est un très bel exemple. Justin, je vais vous donner la parole maintenant et je vais, relire, la question pour qu'elle vous reste en tête. Alors, on aimerait connaître un exemple d'initiative réussie dans votre communauté. Quel, était le problème abordé? Quelle a été la contribution du gouvernement local et pourquoi cette contribution a-t-elle eu une telle importance? D'accord, merci Jody. Alors, c'est un exemple que vous connaissez sans doute tous, on a subi la pandémie en mars 2020 et la ville de New Westminster a joué un rôle de leadership pour coordonner donc des initiatives pour évaluer la vulnérabilité à New Westminster. Il s'agit donc de groupes de travail notamment sur les enfants, les populations vulnérables, les personnes aînées, les personnes vivant avec un handicap. Ces groupes de travail ont couru entre mars 2020 et mars 2022. Même si elles n'existent plus, leurs travaux continuent à ce jour via, la ville de New Westminster et d'autres ONG avec différentes, subventions et il y a un calendrier des initiatives. Je vais vous donner des liens vers tout cela. Alors la ville a utilisé des technologies comme, l'accès à Zoom, son lien avec différentes ONG, différents groupes, de personnel pour organiser ces groupes de travail. Il y a eu pas mal d'organisations à but non lucratif et des agences gouvernementales, par exemple le conseil scolaire de la ville et les conseillers municipaux ont participé aux réunions, diffusé la réunion et travaillé sur ces problèmes. Alors il y a eu une mise à jour, de, guide de ressources en termes de finances, des pour les locataires, pour l'alimentation, avec différents niveaux de, paliers de gouvernement, différents groupes, communautaires. Le rôle de la ville est très important parce que au début de la pandémie, tout était très chaotique. Vous vous souviendrez tous, des gens qui se battaient pour un rouleau de papier toilette. Il y avait une panique et donc, on aurait pu rater certains besoins. Et puis, il y avait un risque de duplication aussi. Donc, cette organisation des groupes a permis une meilleure coordination, une meilleure réaction à la pandémie. Et je vais maintenant envoyer dans le chat les différents liens que j'ai préparés, comme l'a fait Sarah. Voilà, en fait. J'espère que ces liens fonctionnent. Parfois, les gens de la communication changent les sites web, les adresses web semblent me prévenir, mais faites-le-moi savoir s'il y a un problème. Tristan, je me demande s'il y a eu des résultats un peu, inattendus. Vous avez vu des choses qui vous ont surpris et réjoui? Je dirais que le meilleur résultat, c'est qu'on avait déjà un groupe, d'organismes à but non lucratif, très serré par rapport à la population de la région, en fait, et donc je dirais que le fait que cela les a resserrés encore plus, les gens ont appris à connaître, tel et tel programme. «Ah, il y a un programme alimentaire ici à telle heure. Tiens, telle personne, va distribuer des appareils, numériques». Enfin, vous savez, la pandémie, ça a été
un moment très intéressant parce que notre société, c'est vrai, c'est divisé à certains égards, mais certains groupes qui ont travaillé ensemble pour répondre aux problèmes se sont renoués encore plus et ça, c'est un bon exemple de renforcement des liens et ils ont appris à se connaître et donc ce travail d'équipe, ces liens sont, l'un des bons résultats de la situation et on a aidé à, faciliter cela via les groupes de travail et puis la communication via courriel et cetera. Donc ça, c'est un bon résultat. D'accord, merci. Nous allons maintenant passer à la deuxième question. Ce que nous avons en Colombie-Britannique et la manière dont fonctionnent les gouvernements locaux, c'est qu'il y a la charte, des communautés qui, indique quelles sont les autorités des gouvernements locaux, par exemple les services municipaux, les règlements de la santé publique, et la conclusion d'entente. Il y a, différents objectifs, sociaux qui peuvent s'intégrer là-dedans, par exemple le sans-abrisme, la santé mentale, la sécurité sociale, l'inclusion, le transport actif, la jeunesse, les services aux jeunes et à l'enfance. Et un exemple de petite, communauté, dans le nord de la Colombie-Britannique, là, l'hébergement est un objectif clé sur lequel ils ont travaillé et ils l'ont fait en mettant l'accent sur le développement de partenariats, des règlements en termes de zonage et ils ont un plan tout à fait mesurable avec des cibles. Autre exemple, dans une ville un peu plus grande, c'est la ville de Kelowna, où ils ont mis au point un outil pour aider le personnel de la ville à ajuster, à créer de nouveaux processus internes et externes, des processus, des plans, afin d'améliorer l'équité et l'inclusion sociale. Et il y a de plus en plus d'exemples de tout cela. À BC Healthy Communities, nous finançons pas mal de ce travail via nos subventions. Hem, donc j'en fais la publicité. Nous avons un programme de subvention qui, est en cours. Alors, bien qu'il y ait différentes possibilités pour faire face à ces problèmes sociaux, notamment la charte, communautaire donc, il reste tout de même une certaine hésitation de la part des gouvernements locaux face à ces problèmes sociaux. Je dirais qu'il y a plusieurs raisons à cela. Parfois, c'est, par manque de ressources, manque de financement, manque de personnel. S'agissant donc de mettre en œuvre et de faire exécuter ces politiques qui permettraient donc de répondre aux problèmes sociaux. Puis il peut y avoir une certaine controverse politique aussi. Le gouvernement local hésite peut-être, à prendre position sur certaines questions par peur d'aliéner certains, partis, certains segments de l'électorat. Puis il y a peut-être des obstacles juridiques, des lois préemptives ou qui empêchent les gouvernements locaux d'agir ou de promulguer leurs propres restrictions, réglementations qui pourraient être plus restrictives que les lois provinciales ou fédérales. Alors nous passons à la deuxième question et ma question, et je vais commencer par vous Tristan, c'est: pouvez-vous identifier un défi commun auquel les gouvernements locaux sont confrontés lorsqu'elles ont à faire face aux impacts ou questions sociales complexes et une solution potentielle pour surmonter ce genre de défi? Merci. Je ne sais pas, il y a sans doute des gens des, paliers, provinciaux et fédéral ici. Je ne sais pas si ma réponse vont leur plaire, mais bon, je vais dire ce que j'ai à dire, hein. Alors une réponse bien simple à la question, c'est et je sais que vous participez de différentes provinces à ce webinaire et qu'il y a différents niveaux de soutien financier aux municipalités. Je sais aussi que les rôles des municipalités dépendent de la province. Mais sur la base de tout ce que j'ai vu, dans de nombreux cas, les municipalités n'ont pas assez de fonds pour faire face aux gros problèmes tels que le sans-abrisme, la pauvreté, la ruralité, la toxicomanie seuls. Les gouvernements fédéraux et provinciaux ont bien plus de fonds que la municipalité et donc devraient les aider sur le terrain. Je sais que les différents gouvernements fédéraux et provinciaux ont des subventions, certes, pour les municipalités, et nous apprécions cela. Mais l'ampleur des problèmes exige davantage de fonds qu'on ne nous donne. La ville de Westminster a, par exemple, quantifié le coût des différents services qui nous ont été délégués par les autres paliers de gouvernement. L'une des solutions, c'est simplement d'obtenir plus de fonds des autres paliers de gouvernement. Mais d'autres choses sont possibles aussi, même en l'absence de cela. Par exemple, maximiser l'utilisation des ressources pour mieux, par exemple, avoir des espaces vides dans les églises et mettre cela en relation avec une organisation non gouvernementale qui a un programme alimentaire. Ou alors une ONG qui a une subvention pour des appareils électroniques pourrait faire le lien avec d'autres organisations à but non lucratif pour voir si elles ont des clients qui pourraient profiter de ces appareils.
Vous savez, bien sûr, l'argent, c'est important, mais aussi le travail d'équipe et le travail d'équipe, ça fait bien sûr partie de la solution. On est plus fort ensemble qu'on ne l'est en solo. D'accord, merci et je répète la question pour Sarah. Est-ce que vous pouvez identifier un défi commun auquel les gouvernements locaux sont confrontés lorsqu'elles ont à aborder des impacts ou des questions sociales complexes et une solution potentielle pour, surmonter ce type de défi? C'est une très bonne question et j'y réfléchis pendant bien longtemps. Non, enfin, il y en a plusieurs de défis communs, ce n'est pas facile et certains qui ne sont pas tout à fait apparents. Moi, j'aimerais parler du défi qui est de ne pas savoir où commencer. Vous savez, ces problèmes-là sont énormes. Hem, il faut du temps, des finances et des gens pour, opérer ces changements systémiques qui sont nécessaires à court terme si on veut vraiment aider la communauté. Et ici, je pense vraiment aux gouvernements locaux, aux municipalités qui n'ont pas des services consacrés à ce genre de travail. Nous, nous avons un service de développement social, mais dans les municipalités de taille moyenne ou petite, ce n'est pas toujours le cas. Et donc, ma petite solution pour cela, de ne pas savoir où commencer, c'est de, tisser des liens, des relations. Aller vraiment dans la communauté, heu, ayez des, liens avec les leaders communautaires qui ont déjà travaillé sur, ces problèmes-là. Je parle pas vraiment de réseautage, mais je parle vraiment de créer une communauté avec ces individus parce que lorsque vous l'avez fait, si vous avez une belle confiance, si vous ne savez pas où commencer, sur quoi mettre l'accent, eh bien, eux vous le diront. Une fois que vous aurez montré que vous êtes à l'écoute de ces initiatives, ça deviendra très facilement apparent, de savoir où doit commencer le travail. Bon, c'est pas toujours le cas. Les gens ne vous le diront peut-être pas d'emblée, mais prenez le pouls. Heu, Posez donc ces questions. C'est une façon notamment de nouer des liens, des relations et comment dire? Si vous ne savez pas sur quel objectif vous concentrer, ce que vous voulez, mettez l'accent donc sur le processus. Cela aura un énorme impact et sachez quand jouer un rôle actif et quand prendre un peu de recul. Ça, c'est une compétence très importante aussi. Encore une fois, si vous apprenez à écouter et à bien communiquer avec la communauté, en tant qu'individu et en tant que groupe, vous saurez quand le moment est venu d'intervenir et quand le moment est venu de rester un petit peu en retrait. Ah, mon exemple! Oui, mon exemple, je suis sûre que vous connaissez sans doute le fonds Building Communities Safer. C'est, pardon, en fait, un fonds fédéral qui aide les municipalités pour aider les jeunes en danger et hem, nous avons voulu distribuer des fonds avec des partenaires et nous ne savions pas vraiment comment lancer le processus de sélection. On avait, on s'y était essayé, mais on ne voulait pas vraiment être très compétitif, et on voulait un processus en fait, d'appel d'offres, très transparent avec la communauté et tout allait bien. Mais parce qu'on a donc, une belle confiance avec la communauté et nous avec eux et ils nous ont dit: «Ah écoutez, ce n'est pas là où on en est en fait. On aimerait plutôt, hem, nous asseoir avec vous et co-créer des programmes, plutôt que de devoir, être en concurrence. C'est nouveau pour nous, mais on leur fait confiance, alors on va tenter la chance. Donc voilà un exemple d'un défi social commun. On ne savait pas où commencer, puis voilà, on a trouvé des solutions grâce à ces relations. Alors si vous avez ces relations, le travail vous viendra sans doute. Très bien. J'aime beaucoup ce que vous avez dit, mettre l'accent sur le processus. Donc c'est bon d'avoir, un objectif en tête, certes, parfois, mais parfois si on a l'objectif en tête, ça veut dire, bon, qu'on est un petit peu trop braqué là-dessus et ça ne permet pas à d'autres possibilités, d'autres solutions d'émerger. Donc si on se concentre plutôt sur le processus, surtout avec cette lentille, cette approche de l'équité, alors, on risque d'arriver à quelque chose, d'encore plus grand que ce qu'on imaginait. Et ça, c'est sans doute, très valable.
Je regarde les, questions du, public et je vais vous poser justement cette question. Alors j'ai une question ici. Si les ressources et le financement posent problème, quelles sont les stratégies que les niveaux de gouvernement, les paliers de gouvernement supérieurs pourraient utiliser pour, siphonner le financement au niveau local? D'accord. Avant de répondre à cette question, Sarah a une remarque très importante. Enfin, on a eu plusieurs de remarques très importantes, mais surtout s'agissant de financement, de ressources et de personnel. Le fait pour lequel on a mentionné le contexte, la population de chaque municipalité au début de la présentation, c'est parce que c'est pour vous donner une idée de l'échelle. Si par exemple, Vancouver ou Toronto fait une présentation, ils font du bon travail, certes, mais la plupart des municipalités n'ont pas ce genre de budget, de personnel, de dotation personnelle, donc ça peut être difficile pour nous. Et de même, si vous parler à Stewart ou Denver, par exemple, eux ont encore un autre niveau de dotation. Donc, je voulais vous rappeler cela pour, qu'on n'oublie pas qu'effectivement la taille de la municipalité est importante et quand on donne ces exemples-là, est-ce que c'est quelque chose que votre municipalité peut utiliser? Encore plus parce que vous avez plus de personnel ou à moindre échelle parce que vous avez moins de ressources et moins de personnel. Donc ça, c'est important. Maintenant, pour ce qui est de la question concernant le financement, je dirais que c'est pas simplement le niveau de financement, mais d'avoir un financement à long terme, cohérent. Heu, Là, je parlais de subventions pour différentes organisations à but non lucratif, organisations. Quand vous vivez de chèque en chèque, de salaire en salaire, ce qui est vrai pour, pas mal de la population, mais les, organisations à but non lucratif, elles aussi vivent de subvention en subvention. Alors ce serait mieux si ce financement durait à plus long terme, afin que les programmes puissent, s'organiser à plus long terme. Si vous avez un programme d'un an, Heu, vous pouvez faire, certaines choses, mais après tout ça disparaît. Alors pour les programmes à plus long terme, il faudrait pouvoir passer moins de temps à courir derrière les dollars et plus de temps à mettre en œuvre ces programmes à plus long terme. Donc je pense à ces, grands programmes avec des subventions qui dureraient 4 ans, cela aiderait, ou un financement qui pourrait vraiment durer le long d'un cycle d'action. Ça permettrait alors de travailler. Le fait de faire des rapports sur les subventions et de demander d'autres rapports, c'est beaucoup de travail pour nous, pour les municipalités. Donc si on pouvait avoir des subventions sur 3 ou 4 ans, que les municipalités et les, organismes puissent alors faire leur travail plutôt que de devoir se concentrer sur ce cycle du financement. D'accord, Sarah, je ne sais pas si vous voulez répondre à cela. Je sais qu'il y a d'autres questions qui se rapportent à celle-ci. Si vous voulez rajouter quelque chose? Oui, une petite chose et je ne sais pas si nous sommes, nous aussi, un palier, de gouvernement, supérieur, mais quand on pense, à siphonner les fonds justement vers la communauté. Ce que nous faisons ici et cela s'est fait depuis même la création du département de, développement social. Quand il y a une subvention, la communauté discute entre elles de savoir qui en a le plus besoin et donc ça, c'est vraiment une belle façon pour la communauté de collaborer. C'est vrai qu'ils travaillent de certaines manières en silo, mais ensuite ils partagent. C'est ce bel acte qui est de dire: «OK, nous avons cela, vous avez cela. Ah, vous devriez demander telle subvention, tel autre fonds parce que vous en avez besoin». C'est, une espèce de coordination, qui permet, de minimiser la compétition, la concurrence aussi. D'accord, bon, alors ça, cette question, c'était pour les paliers de gouvernement un peu supérieurs. Maintenant, on revient et donc on parlait du haut en bas là. J'ai une question maintenant du bas en haut qui a l'accent mis donc sur le secteur des organismes à but non lucratif. Comment est-ce que nous pouvons dans ce secteur, hem interagir avec, les, gouvernements locaux qui cherchent des solutions qui sont des sparadraps plutôt que systémiques, des solutions systémiques, qui ne comprennent pas toujours la valeur qu'il y a de mettre l'accent sur des solutions systémiques, à ces problèmes sociaux complexes. C'est pas une question facile. Tristan? Bon, eh bien, là, je n'y ai pas vraiment réfléchi, donc je vais, improviser. Je dirais que la communication, c'est vraiment un élément clé.
Je dirais que dans la société, les problèmes qu'on a de conflits, tiennent souvent à un problème de communication, au fait de ne pas s'écouter, de ne pas se parler les uns les autres. Donc je dirais que pour ces problèmes, la meilleure façon de faire, comme on l'a fait par exemple avec ce groupe de travail pour la, hem, covid, c'est d'avoir une belle communication entre les organismes à but non lucratif et les, gouvernements. Qu'ils discutent ensemble, qu'ils répondent aux questions, qu'ils s'assoient, qu'ils aient un dialogue virtuel ou autre. Je pense que c'est vraiment la communication qui est si importante. Cela vous aidera à, savoir ce que pensent, les 2 partenaires. Nous, au niveau de la municipalité, nous sommes bien occupés, c'est vrai. On ne connaît pas toujours, quels sont tous les problèmes ou les préoccupations des, ONG. Donc, je dirais qu'en général, c'est une écoute mutuelle, une communication, mutuelle qu'il faut pour que les municipalités et les ONG, se comprennent. Je dis écoute, vraiment, écoute et puis réaction. C'est pas simplement: «Oh, «Très bien, j'ai consulté telle ONG, formidable, je peux cocher ça dans ma liste de vérification». Non, non, écoute active et puis intégrer cela, une écoute authentique. D'accord, formidable. Sarah? Oui, honnêtement, je vais, heu, répondre à ce genre de problème justement dans ma dernière réponse, la façon, dont le rôle du coordinateur, est celui d'une porte entre le gouvernement local et la communauté, afin que la communauté est un allié en quelque sorte qui se bat pour eux. Mais la recommandation tangible, la plus importante, c'est d'utiliser les comités pléniers. Quand, il y a une réunion, du conseil municipal, en comité plénier, c'est vraiment la meilleure, le meilleur endroit où vous pouvez parler aux, politiciens qui ensuite, orientent le travail du personnel. Alors, parler de ce que vous faites, de ce que vous aimeriez faire, ce dont vous avez besoin. Voilà quel serait le con mon conseil le plus tangible. Utilisez les comités pléniers. D'accord, merci. La question suivante, rebondit là-dessus un petit peu. Comment est-ce que les organisations locales, les organismes à but non lucratif, peuvent aider les gouvernements locaux à savoir quand justement prendre l'initiative et quand, partir en retrait? Et comment est-ce que ce, lien justement comment est-ce que ça peut avoir un lien justement avec la responsabilisation du gouvernement local? Ça revient en fait à la communication et au partenariat, mais justement, à quel moment est-ce que le gouvernement, local devrait intervenir, prendre les devants et quand est-ce qu'il devrait plutôt, prendre du recul? C'est vrai que ce groupe de travail sur, la, covid a été un bon exemple et tout cela, c'est une bonne façon de savoir si les choses vont bien ou ne fonctionnent pas. Quand par exemple, avec, le problème du sans-abrisme, si un une organisation nous dit: «Oui, nous avons un problème dans, tel domaine, est-ce que vous pourriez nous aider avec les ressources et cetera?» Envoyer des agents, de la ville pour nous aider, pour venir nous avons des agents de la ville qui viennent apporter des chaussettes, aux personnes qui vivent dans la rue et cetera, puis qui nous tiennent informés aussi et donc dans notre municipalité, ce n'est pas trop un problème, mais dans d'autres municipalités, je sais que parfois les groupes, d'exécution, de la réglementation sont peut-être un petit peu trop, enthousiastes dans, l'application de la loi, par rapport aux clients de certains organismes. Ils, rejettent et renvoient les gens, leur disent qu'ils ne peuvent pas traîner ici et ils leur rendent la vie très difficile. Je n'ai pas trop vu ça à New Westminster, mais la municipalité enfin, les organismes doivent pouvoir nous dire: «Oui, voilà, cela dérange nos clients. Est-ce qu'on pourrait discuter d'une autre solution?» avec, peut-être une table ronde sur la vivabilité entre pour, mettre au point des stratégies, pour, aider les gens de la municipalité, certes aussi les citoyens, sans, déplacer les gens. C'est une question de communication et
La première étape, c'est toujours d'avoir une bonne relation. Si ce n'est pas le cas, dès le début, alors, vous allez avoir du mal de part et d'autre. Donc c'est important de développer ces relations comme on l'a fait donc avec ce groupe de travail et d'autres programmes de subvention et cetera. Afin que vous vous sentiez à l'aise de parler de problèmes, de dire: «Oh j'ai besoin d'aide, on a besoin d'aide avec telle chose alors, ou alors prenez un petit peu de recul là, faites-nous confiance». Et il faut pouvoir être honnête dans sa communication. Si on ne peut pas communiquer de manière honnête, alors on s'en va dans un vers des problèmes. D'accord. Sarah? Oui, je vais rebondir là-dessus. Au final, les organismes sans but lucratif locaux, bien, ce sont des êtres humains et les gens qui travaillent dans les gouvernements locaux sont des êtres humains. Il s'agit de personnes qui essayent d'améliorer la vie, le monde. Bien sûr, on ne peut pas obliger quiconque à faire quoi que ce soit et donc je suis d'accord avec Tristan que la meilleure façon pour une organisation d'aider le gouvernement local à savoir, quand intervenir et quand ne pas le faire, c'est d'avoir, une communication claire et ouverte, d'avoir donc, hem, une personne ressource, au gouvernement local, avec lesquelles vous êtes à l'aise pour parler, de cette chose-là. Et je dirais qu'une autre façon de faire, c'est que bien sûr, dans la communauté, il faut peut-être donc, s'organiser et ensemble, et ensuite aller au-devant donc de la personne ressource, donc à 5 organisations. Vous pouvez dire, à la personne ressource donc voilà, on aimerait avoir telle chose, de votre part si possible ou alors, prenez, un peu de recul, prenez un peu de retrait et donc c'est important, hein, nous en tant que coordinateurs locaux, on va souvent au-devant de la communauté, mais on est vraiment tellement emballés quand c'est quelqu'un d'une organisation qui vient nous contacter, prendre un café. Ah ça, c'est vraiment c'est formidable quand on a ce genre, de contact. Quand quelqu'un prend contact avec nous, c'est beau à voir aussi. D'accord, merci. OK, alors nous allons passer à la troisième question, mais pas encore parce qu'il y a une autre bonne question du public qui est la suivante et j'allais vous demander cela vers la fin, en fait, aussi. Donc bien sûr, notre, travail à BC Communities, mais tourne autour des communautés en santé et cette approche découle donc d'initiatives des Nations Unies. Il y a 5 piliers fondamentaux qui sont l'engagement politique, l'engagement communautaire, des politiques publiques saines, une collaboration multisectorielle et le développement communautaire basé sur les actifs. Et vous avez déjà mentionné ces piliers-là d'une manière ou d'une autre, mais afin de pouvoir interagir et que pour que ces initiatives fonctionnent, il faut qu'il y ait cette intersection entre planification et la santé publique. C'est vraiment une approche multisectorielle. Alors la question suivante a trait à cela, qui est de savoir comment est-ce que le secteur de la santé publique peut appuyer les, organisations sans but lucratif et les gouvernements locaux dans des initiatives qui peuvent améliorer la santé publique, le bien-être de la population, avec cette approche aussi d'équité au, centre de leur travail. Alors, que peut faire la santé publique? Vous voyez cela certes du point de vue du gouvernement local, mais que pensez-vous de la manière dont le secteur de la santé publique pourrait collaborer plus étroitement avec vous? Je vais commencer avec Sarah cette fois-ci. Ah, c'est une question, difficile. Je pense qu'une façon de faire, ce serait de partager des données, de, relater ce que vous voyez dans la communauté avec les ONG et avec votre gouvernement, local. On pourrait alors personnaliser les programmes, des initiatives sur la base de ces données, tirées de la communauté spécifique. Parce que bien sûr, le secteur de la santé publique, peut, travailler sur de grandes régions. Et ce qui se passe, à Penticton peut être très différent de ce qui se passe dans une autre municipalité voisine. Il faut personnaliser, les initiatives. Donc voilà ce que je vous dirais d'emblée et puis, encore une fois,
N'oubliez pas qu'il s'agit d'êtres humains, alors communiquez, ayez des relations authentiques, qui se construisent sur cette passion commune pour, ce que l'on fait. Donc ayez ces conversations vraiment profondes, d'individu à individu. Mais c'est une question difficile, c'est vrai. On n'est pas là pour avoir des conversations, trop faciles non plus, hein. Tristan, je sais que vous adorez les données, alors ouh, on vient de parler de partage de données, alors, parlez d'autre chose peut-être? Oui, bien sûr, c'est important, très important de partager les données, mais aussi, je dirais que des, experts de la santé publique dans la communauté parlent avec la communauté, avec les organisations, avec, le gouvernement local, certes, mais que ces experts, ces spécialistes puissent aussi communiquer leur message, à travers tous les paliers de la bureaucratie. C'est vrai que les gouvernements locaux sont pleins de bureaucratie, mais il y a aussi les autorités, de santé, le système de soins de santé et là, il y a énormément de bureaucratie, encore plus. Et vous savez, beaucoup de choses peuvent se perdre dans tout cela. Donc, c'est important que l'expert le spécialiste en santé publique ait vraiment, heu, des personnes, des supérieurs qui puissent vraiment, effectuer les changements nécessaires pour améliorer la situation, qui l'écoutent. Donc, que ces personnes puissent se faire écouter au niveau des comités, en relayant, ce qu'ils voient sur le terrain. Donc il s'agit d'entendre le message, de traduire ce message et d'y répondre, d'y réagir. Oui, et ça, c'est au cœur de ce que nous faisons à BC Healthy Communities. C'est cette translation-là, de prendre ce que font les gouvernements locaux, de partager cela avec les autorités de santé publique d'une manière qu'ils puissent donc la comprendre et ensuite eux vont rediriger leur message, retraduire le message qu'ils ont pour les gouvernements locaux. Donc il s'agit donc de recadrer, de traduire effectivement. Alors nous allons passer à notre troisième question, puis nous continuerons à répondre aux questions du public. Cette question-ci, c'est un peu le cas d'affaires, la business case. Alors, il y a plusieurs, occasions, possibilités pour les gouvernements locaux de répondre aux problèmes sociaux existants dans le cadre de leur planification avec, des avantages en termes d'amélioration de la vie, d'épargne, de plus de productivité, meilleur accès à différents types de services. Réponse même au changement climatique aussi et tout cela aura un effet, papillon avec, différents déterminants de la santé. Moi, ma dernière question est la suivante: quelle serait une suggestion, un outil ou un conseil important que vous auriez pour les autres municipalités qui soulignent l'intérêt, de la contribution des, gouvernements locaux à la résolution, des problèmes sociaux au niveau, communautaire? Merci, je veux bien essayer de répondre à cela. À moins que vous vouliez prendre la parole, Sarah? Bon. OK. Alors quand on parle justement de cette preuve, il faut penser à la façon dont pensent les entreprises justement dans les business case. Eh bien, les entreprises pensent en termes de revenus et de coûts. C'est vrai qu'il y a un coût, à ces, programmes, s'agissant de problèmes de santé, de sans-abrisme et cetera et ce coût peut être, bien distribué, mais il y a aussi les coûts quand on ne répond pas à ces problèmes et ces coûts-là affectent aussi les individus et les entreprises via la toxicomanie, le crime, les problèmes, de santé et puis d'autres impôts fédéraux et provinciaux qui seront, à la hausse. Il y a une étude en 2020 de l'université McGill qui a montré que le coût annuel à la société d'une personne qui, souffre de problèmes de santé mentale et de sans-abrisme est d'environ 75 000 $ par an, y compris donc les coûts de santé, d'abri et de police. Mais le coût d'intervenir pour aider cette même période et ces mêmes problèmes est environ 25 000 $ par an. Je ne sais pas comment est-ce que vous budgétisez, mais si moi je peux dépenser 25 000 $ de manière objective plutôt que 75 000 $, moi je préférerais. Et donc, vous savez, si vous aidez les gens et que vous épargnez de l'argent, c'est formidable. Si vous pouvez faire les deux. Donc il faut
trouver des preuves, des études qui appuient, les avantages donc d'agir, par rapport à ne pas agir et faire comprendre aux gens: «Très bien, cela va vous coûter davantage à l'échelle municipale, mais au niveau provincial et fédéral, si nous répondons, si nous résolvons ces problèmes, il y aura donc, moins de problèmes sur les soins de santé, moins de problèmes, sociaux et cetera». Donc il s'agit d'avoir une présentation, logique avec, donc des chiffres à l'appui, des études. Bien sûr, vous pouvez en faire appel aux émotions des gens, ça peut marcher aussi, mais si vous avez, par exemple, des conseillers municipaux qui ont un esprit d'entrepreneur et des entrepreneurs dans la communauté, eux, ils veulent connaître les faits, les données, donc d'avoir quelque chose à l'appui de cette réaction émotionnelle aussi, c'est important. D'accord, merci. Sarah? Moi, je vais aller dans une direction complètement différente avec cette question. Je réfléchissais à la valeur qu'il y a quand le gouvernement local répond à ces problèmes au niveau communautaire plutôt qu'au niveau provincial ou fédéral, d'accord? Et donc ma réponse la plus simple, c'est parce que ça permet de, renforcer la confiance entre la communauté et le gouvernement et quand il y a une confiance entre ces 2 groupes qui sont les, partenaires les plus importants s'agissant de changement social, je dirais, eh bien, vous allez avoir un changement plus réel, plus tangible parce que vous avez ces liens, ces relations tangibles, réelles, dans lesquelles tout le monde est investi. Ce sont des problèmes systémiques, effectivement. Donc il faudra sans doute des solutions systémiques et une équipe, c'est un système et pour avoir une équipe, il vous faut de la confiance. Donc voilà vraiment la valeur qu'il y a de traiter ces problèmes-là au niveau, municipal, au niveau communautaire. Vous avez sans doute entendu le slogan, «Rien pour nous sans nous». Ces choses-là doivent se passer au niveau, communautaire. Et puis on en a parlé tout à l'heure aussi, le fait d'avoir ces objectifs, ces résultats. C'est vrai que vous pouvez mettre l'accent sur tous les objectifs que vous voulez, avoir tous les résultats que vous voulez, mais c'est la confiance qui sera le résultat le plus important de toute initiative et la façon de renforcer la confiance, c'est en répondant présent, de manière intègre, en tenant vos promesses. Donc mon plus gros conseil, ce serait effectivement de répondre présent en tant qu'allié, en tant que partenaire. Surtout de répondre présent comme cela, pas simplement en personne qui maintient le système, comme quelqu'un plutôt qui veut créer du changement. Parce que la valeur d'un service de développement social, c'est d'avoir la confiance de la communauté. Donc en tant que gouvernement local, vous avez davantage de chances de travailler avec la communauté pour résoudre ces problèmes ensemble. Et donc, quand vous avez cette confiance, ces communications ouvertes, la communauté, risquera plutôt de se tourner vers vous, surtout quand elle sent que vous la soutenez. Et pour nous, en tant que, service de développement, social, coordonnateur de développement social, c'est le rôle qui nous paraît le plus important, de servir, d'appuyer la communauté, le travail qui s'y fait déjà. La municipalité n'a pas besoin de se faire le champion de ces problèmes parce que la communauté y travaille sans doute depuis des années, bien avant que vous n'ayez eu à y réfléchir. Donc si vous pouvez appuyer cela, eh bien vous verrez le changement, le travail qui se fait sur le terrain. Quand les gens me demandent: «Qu'est-ce que tu fais?» C'est très difficile de leur expliquer, mais ce que je dis, c'est qu'on est un petit peu comme une toile d'araignée. Et donc, nous ne sommes pas l'araignée, mais plutôt la toile d'araignée. Et donc, parfois, il y a un petit déséquilibre et donc on rétablit le tir. On stabilise la toile d'araignée. Par exemple, actuellement, nous mettons au point un cadre de développement social parce que nous voulons vraiment comprendre ce dont la communauté a besoin de nous, quel peut être notre rôle, comment est-ce qu'on peut être des alliés, des partenaires, d'une manière qui honore l'histoire de la communauté et le travail qui s'y fait déjà, et le travail qui doit y être fait. Et donc, c'est une façon d'essayer de partager le pouvoir que nous avons, les ressources que nous avons à notre disposition de manière tangible. Donc voilà la valeur qu'il y a quand on crée, qu'on tisse ces relations, qu'on travaille à l'échelle donc de la communauté. D'accord, formidable. Il nous reste encore 6 minutes pour les questions. Je vais essayer d'en couvrir autant que possible. Peut-être en parlant plus rapidement? Puis je rendrai la parole à Jill pour le mot de la fin.
La question suivante vise les partenariats au niveau communautaire. Comment est-ce que vous suggérez que nous créions des partenariats au niveau communautaire avec les gouvernements locaux et dans les districts où il n'y a pas justement de services de développement social? Comment collaborer avec les déterminants de la santé quand il n'y a pas forcément de services de développement social? Qu'en pensez-vous? Je viens me lancer, hasarder une réponse. Là, il n'y a pas de service de développement social. La réponse politique, c'est qu'en théorie, votre gouvernement local devrait vous écouter, devrait être à l'écoute et soucieux de, créer ces partenariats. Mais en fait, vous devez trouver un allié, quelqu'un qui puisse prendre les devants et avoir ces conversations avec vous et pour vous, aux différents donc paliers de gouvernement, y compris à la municipalité. Comment créer des partenariats? Eh bien, passer un coup de fil, envoyer un courriel, demander à quelqu'un de prendre un café avec vous, parler de tout cela, mentionner cela, je l'ai déjà mentionné, on est des humains tous, qui essayons de travailler ensemble et bien souvent, je pense que la bureaucratie et bon, c'est mon premier poste, hein, en un gouvernement, local. J'ai pensé, que c'était un petit peu, spécial. J'avais été dans le secteur des ONG dans le passé, mais j'essaie de ne pas réfléchir à ça. Je me dis qu'on est tous des humains, on fait tous de notre mieux, donc voilà, ce serait la meilleure façon de faire selon moi. D'accord, j'ai une autre question ici, s'agissant de politique, de santé, où est-ce que nous sommes? Santé dans tous les dans toutes les politiques. Est-ce que vous avez un exemple, de la façon dont votre municipalité aurait intégré, le concept de santé dans toutes les politiques, dans votre, travail? Oui, la santé. Mmh. Qu'on fait sur la santé, de manière un peu différente, c'est que sur toutes les stratégies, par exemple, on a une stratégie de réduction de la pauvreté qu'on va peut-être, revoir d'ici un an ou 2 si on en a la possibilité, le temps. Ce que je suggérerais et notamment en termes de santé mentale, d'intégrer je pense que c'est vraiment très important, pas seulement pour la réduction de la pauvreté, mais aussi pour le bien-être de la communauté et toutes sortes de stratégies sociales. C'est bien souvent quelque chose qui est, laissé de côté, stigmatisé et ça ne doit plus être le cas. On lit dans les journaux, par exemple, quand on voit que quelqu'un est mort après une lutte, courageuse contre le cancer. Mais on ne voit jamais, dans les nécrologies quelqu'un qui a, eu une lutte courageuse contre, la dépression ou un problème de santé mentale et il faut, se battre contre ces stigmatismes-là parce que c'est important. Je dirais que si on refait notre politique de réduction de la pauvreté d'ici un an ou 2, j'aimerais vraiment qu'on inclue cela. Comment, pro lutter, contre ces problèmes de santé mentale, travailler avec les individus qui souffrent de problèmes de santé mentale, les organismes qui les aident. Comment est-ce que cela affecte la pauvreté aussi? Si vous êtes, en dépression, en anxiété, c'est très difficile, pour vous de travailler, même de faire la queue à la banque alimentaire. Donc il faut qu'il y ait ces stratégies et il faut qu'il y ait pas seulement santé physique, mais aussi santé mentale, parce qu'à la sortie de la pandémie, il y a toutes sortes d'études qui montrent que l'anxiété a doublé pendant la pandémie. Donc, il faut inclure cela dans les plans. Et puis, la santé mentale, parce que c'est moins financé par différents paliers de gouvernement que la santé physique. Et c'est sa propre pandémie, en fait. Oui, effectivement, Tristan. Et c'est ce que l'on fait de plus en plus aussi dans notre travail de santé, de communauté en santé. Merci. Et Sarah, une dernière question pour vous et quelqu'un a dit d'ailleurs dans, le chat que la stratégie le cadre que vous avez pourrait être très utile, donc on partagera cela avec tout le monde après, le webinaire. Alors Sarah, votre réponse à cette question? Oui, la santé dans toutes les politiques.
C'est vrai, c'est si important et c'est pourquoi nous développons un cadre pour le développement social. Notre service, n'a que 2 ans et demi d'existence. C'est vraiment quelque chose que nous voulions créer et donc en toute honnêteté, ce n'est pas quelque chose, que nous avons encore, créé, mais nous nous y intéressons de très près dans le cadre de ce programme cadre. Ah, eh bien, écoutez, merci à vous 2 pour, cette bonne discussion et ces bons exemples de solutions à vous 2. Vous faites vraiment preuve, de vous mon vous avez vraiment fait du très bon travail, dans vos municipalités respectives. Je vais rendre la parole à Jill pour, clore et merci à tout le monde d'avoir participé. À vous, Jill. Un grand, grand merci, Jody, Sarah et Justin. Quelle belle conversation. Et merci aux participants pour votre bel engagement d'avoir posé tant de questions. Je sais qu'au vu du nombre des participants, c'est vraiment un sujet chaud. C'est quelque chose, qui intéresse beaucoup de personnes. On va partager l'écran suivant. D'accord, alors, je voulais simplement vous parler donc, d'autres, occasions d'apprentissage qui s'en viennent. On a un webinaire, sur, comprendre l'impact, des relations et c'est important effectivement, notamment s'agissant d'équité raciale, de justice, environnementale, et sociale. Tout cela échoue si on n'investit pas dans les relations et or, cela peut, devenir porteur d'espoir et ça rebondit sur ce que vous disiez, Sarah. Il faut Il faut tisser ces relations entre le gouvernement local et la communauté si l'on veut, arriver à la confiance nécessaire pour, travailler ensemble et résoudre ces problèmes communs. Et puis nous avons un bel événement aussi qui s'en vient, Communauté éliminant la pauvreté 2023, un rassemblement virtuel qui se tiendra à la fin du mois d'avril. C'est un événement qui se tient donc sur 3 jours. Qui explorera en profondeur, tous ces sujets, en mettant un accent tout particulier sur, renforcer la résilience, des communautés, face aux impacts de ces problèmes complexes que nous avons tous vécus et qui dépassent souvent notre contrôle au niveau local. Et si vous voulez bien passer à la diapositive suivante. Pour répondre à toutes ces questions qui ont été posées dans le chat aujourd'hui, nous sommes ravis de vous annoncer, une nouvelle ressource. Aujourd'hui, c'est donc 10 manières dont le gouvernement local peut, guider ou diriger un changement social positif. C'est une feuille de route qui lie de manière très simple le rôle des gouvernements locaux avec, les pratiques, communautaires, fondamentales, et au niveau donc, des compétences du gouvernement local, vous y retrouverez toutes sortes d'outils dont on a parlé aujourd'hui, que les gouvernements locaux peuvent utiliser pour co-créer des solutions et travailler vers un changement social positif. Nous vous enverrons donc, des un lien vers cette ressource, très prochainement par, courriel. Alors encore une fois, je vous remercie tous d'avoir participé. Nos panélistes, notre, animatrice, vous avez fait du très beau travail, Jody, merci et Sarah et Tristan. Quelle, conversation très riche. J'espère qu'il y en aura de nombreuses autres pour, y faire suite. Un grand merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui.